Bonjour, bienvenue dans cette séance dédiée au petit corps du système solaire. Alors en guise de photo d'introduction, je vous ai mis une photo d'une météorite qui percute la Terre et qui implique l'extinction de masse des dinosaures, parce que c'est un peu, quand on pense petit corps du système solaire, c'est finalement peut-être la première image qui vient à l'esprit, mais on va voir en fait qu'il y a une très très grande richesse d'objets du système solaire. Alors au départ, quelques définitions déjà. Donc, quand Bernard, notre cher président, nous a proposé de faire une séance dédiée au petit corps du système solaire, j'ai pensé que c'était une expression qui sortait de sa bouche, que c'était lui qui avait inventé cette expression. En fait, pas du tout, c'est bien un terme officiel qui a été posé par l'Union astronomique internationale. Mais finalement, c'est assez récent puisque ça date de 2006. Alors, qu'est-ce que c'est un petit corps du système solaire ? La définition, elle est posée par exclusion par rapport à d'autres choses. Donc, cette définition, elle nous dit « c'est un corps qui orbite autour du Soleil et qui n'est ni une planète naine ». Donc, en gros, c'est tout ce qui n'est pas une planète et une planète naine. Donc, qu'est-ce que c'est une planète? Est-ce que vous vous rappelez quels sont les critères qui permettent de définir une planète? C'est sphérique. Oui, c'est pas du gaz, c'est pas une étoile. Ouais. Voilà, c'est du dur, c'est de la matière. C'est de la matière, c'est sphérique. Ça tourne autour du Soleil. Ça tourne autour du Soleil. Voilà. Bon, en fait, il y a trois critères. Donc, il faut que l'objet soit sphérique, c'est-à-dire qu'il ait une masse suffisante pour obtenir cette forme sphérique. Le deuxième critère, c'est qu'il faut effectivement que l'objet soit en orbite autour d'une étoile. Et le troisième critère, vous l'avez oublié, c'est qu'il faut que l'objet ait nettoyé son orbite. Il faut qu'il n'y ait rien sur la même orbite, à peu près. Donc on a ces trois critères. Donc on a dit l'un des critères, c'est que l'objet donc orbite autour du Soleil. Donc ça, il y a une notion d'orbite directe autour du Soleil. Donc de fait, cette notion de petit corps du système solaire, ça exclut les satellites des planètes. Puisque les satellites des planètes, ils tournent autour de la planète qui elle-même tourne autour du Soleil, mais les satellites n'ont pas d'orbite directe autour du Soleil. Toutefois, cette définition qui a été posée par l'UAI, elle ne précise pas le statut des objets binaires qui orbitent l'un autour de l'autre, tout en orbitant autour du Soleil. Donc là, il y a un petit flou, un petit vide juridique. En termes de taille, donc il n'y a pas de limite officielle de taille qui est posée pour ces petits corps. Il y a une limite supérieure, alors qui n'est pas chiffrée, mais qui est celle qui va impliquer une masse suffisante pour donner à l'objet sa forme sphérique. C'est-à-dire que quand on atteint une certaine masse, l'objet il rentre dans ce qu'on appelle en équilibre hydrostatique, ce qui fait qu'il y a des forces contraires qui s'opèrent et qui lui donnent sa forme sphérique. Donc la limite de taille supérieure, c'est celle qui va donner à l'objet sa forme sphérique. Cependant, là, il n'y a pas de dimension prédéfinie, tout dépend de la composition de l'objet et de tout un tas de paramètres, parce qu'on peut très bien avoir un corps A d'une certaine taille qui est sphérique et un corps B qui serait plus grand que le corps A et qui pour autant ne serait pas sphérique. Voilà. Et puis, il n'y a pas de limite inférieure de taille. Alors, qui sont ces petits corps ? Nos petits corps du système solaire vont provenir principalement de deux régions. Une première région qui va être située entre Mars et Jupiter, et là ce qu'on va y trouver ce sont des astéroïdes. Et on a une deuxième zone principale, au-delà de laquelle on va trouver des objets qu'on appelle les objets transneptuniens, donc c'est les objets qui sont situés au-delà de l'orbite de Neptune. Alors, pendant un temps, on ne faisait pas vraiment de distinction de nature entre les objets transneptuniens et les astéroïdes. On considérait que tout ça était un peu la même chose, mais aujourd'hui on a bien deux noms différents. On a d'une part les astéroïdes qui circulent sur la ceinture entre les orbites de Mars et Jupiter, et d'autre part les objets qu'on appelle transneptuniens, dans lesquels on trouve des astéroïdes, mais également d'autres types de corps qui sont un peu différents, comme on le verra plus tard. Donc dans les trois diapos suivantes, on va brosser un panorama général des trois grands types d'objets, puis ensuite on rentrera dans le détail de chacun d'eux. Voilà. Donc gardez bien à l'esprit ces deux régions principales, mais pas que, on le verra tout à l'heure.
Alors, les astéroïdes du système solaire interne. Donc on a, d'une part, les astéroïdes de la ceinture principale, dont on vient de parler, qui concentrent la grande majorité de nos astéroïdes du système solaire interne, et donc qui orbitent entre Mars et Jupiter. Donc c'est ceux qu'on voit sur l'image de droite. Ici, on a c'est ceux-là, qui sont entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. On a aussi ce qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs. Donc c'est ceux dont l'orbite croise celle de la Terre. Donc vous avez le petit schéma en dessous qui vous montre un exemple et l'orbite d'un des astéroïdes qui s'appelle Toutatis. On a également On a également les astéroïdes qu'on appelle des astéroïdes troyens. Donc ceux-là, c'est ceux qui partagent la même orbite qu'une planète et principalement ça va concerner Jupiter. Et vous voyez ici qu'on a deux zones autour de Jupiter qui concentrent une grande quantité d'astéroïdes, on les verra tout à l'heure. Et on a une dernière catégorie d'astéroïdes qui s'appelle les centaures. Et ceux-là, ils orbitent quelque part entre Jupiter et Neptune. Donc ça, c'est pour nos astéroïdes du système solaire interne. Le deuxième grand type d'objets, ça va être donc les objets transneptuniens, ceux qui sont au-delà de Neptune. Et là, on a deux zones principales. Une première zone principale qui s'appelle la ceinture de Kuiper, donc qui est située au-delà de l'orbite de Neptune. Donc vous voyez, c'est représenté par ce disque qui est ici. Et vous avez le nuage de Oort. Alors, on a une représentation, parce que ici, vous avez l'orbite de Pluton qui est dessinée en rouge. Quand on la reporte sur la grande sphère, en fait, cette orbite, elle est là. Et vous avez cette immense sphère autour qui constitue le nuage de Oort, qui lui-même est composé de deux parties. Donc, la sphère, c'est ce qu'on appelle le nuage de Oort externe. Et puis, vous avez aussi un disque au milieu, là, qui est plus épais, et qui s'appelle le nuage de Oort interne. Et donc les petits corps qui composent cette ceinture de Kuiper et ce nuage de Oort, ils ont une composition chimique qui est quand même différente des astéroïdes qu'on vient de voir principalement et qui orbitent entre Mars et Jupiter. Et ces objets, donc, qui sont à la fois dans la ceinture de Kuiper et dans le nuage de Oort, on pense qu'ils constituent principalement les réservoirs de comètes. Et donc, le troisième grand type d'objet, c'est les comètes. Donc on a deux types de comètes. On a les comètes qui sont dites à courte période, c'est-à-dire avec une orbite qui est inférieure à 200 ans. Celles-là, elles sont originaires de la ceinture de Kuiper. Et puis on a des comètes à longue période, donc une période supérieure à 200 ans. Et celles-ci, on pense qu'elles proviennent du nuage de Oort. Voilà. Donc en guise d'illustration, en dessous, je vous ai mis un petit schéma qui représente la trajectoire de la comète de Halley, qui est certainement la plus connue, où on voit du coup, en fonction des années, où est-ce qu'elle en est de son orbite, en partant de son passage proche de la Terre dans les années 80. Donc elle est passée en 86, elle repassera en 2062. Voilà, donc trois grands types d'objets, donc nos astéroïdes de la ceinture principale. Ensuite, on a nos objets transneptuniens, ceinture de Kuiper, nuage de Oort, dont on pense qu'ils sont à l'origine des comètes, qui constituent ce troisième grand type d'objet. Donc on va rentrer dans le détail ensuite de nos principaux objets. Alors, les astéroïdes, ça vient du grec ancien, et c'est William Herschel himself qui a donné le nom, ou qui a trouvé le nom de astéroïde, qui veut dire, quand on traduit, qui ressemble à une étoile. Alors en termes de dimension, c'est très varié, ça peut aller de petits corps de 1 mètre jusqu'à des corps qui font plusieurs centaines de kilomètres. Leur origine est très ancienne, pour certains ils remontent à la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Donc quelque part ce sont les corps les plus intacts du système solaire primitif. Et donc c'est des corps qui forcément sont très intéressants parce qu'ils nous apprennent plein de choses sur la formation du système solaire. Donc ce sont des débris rocheux qui ne se sont pas accrétés pour former une planète, parce que comme c'est des petits corps donc, qui ne se sont pas agglomérés entre eux
ils se sont un peu agglomérés puisqu'on arrive quand même à avoir des roches, mais en tout cas ils ne se sont pas transformés suffisamment pour atteindre la taille d'une planète. En fait, ils ont subi moins de contraintes, la matière a subi moins de contraintes et moins d'échauffement, elle s'est moins transformée, et donc du coup c'est des objets archéologiques quelque part qui, quand on les étudie, nous donnent plein d'informations sur la formation du système solaire. Alors, de quoi ils sont composés, ces astéroïdes? Donc, ils sont composés de roches, de métaux et d'un peu de glace, mais enfin essentiellement de roches et de métaux. On les classe suivant différents types. Donc, on a les types C, qui sont les carbonés, qui sont composés essentiellement de carbone et d'éléments volatiles. Alors, ils constituent la majorité de ces astéroïdes, à peu près les 3/4. On a les types S, qui sont les silicatés, donc eux ils sont faits de silicates de fer et de magnésium, ils représentent à peu près 17% du total. Ensuite on a les types M métalliques qui sont faits de fer et de nickel et qui représentent à peu près 10%, et puis on a des types V basaltiques qui sont un petit peu plus anecdotiques. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, suivant leur composition chimique, ils ne sont pas situés au même endroit de la ceinture. Donc en fait, on a à l'extérieur, sur les bords externes de la ceinture, on va plutôt retrouver des astéroïdes de type C. Et à l'intérieur de la ceinture, donc côté Mars, on va plutôt retrouver des astéroïdes de type S silicaté. Alors, nos astéroïdes de la ceinture principale, il y en a à peu près 500 à 750 000. En tout cas, c'est ceux qu'on a réussi à confirmer. J'ai pas réussi à trouver le même nombre suivant les sources d'informations que j'ai consultées, donc c'est une fourchette, voire même un râteau à ce stade. Donc entre 500 et 750 000, mais enfin bon, c'est l'ordre de grandeur, ça donne une idée. Pourquoi est-ce qu'on les trouve entre Mars et Jupiter? Alors, au début, on avait pensé que la ceinture d'astéroïdes, c'était les restes d'une autre planète qui aurait existé et qui se serait disloquée, mais en fait ça marche pas. Ça ne marche pas parce que la masse de la ceinture, elle est trop faible. Jamais il y aurait eu assez de matière pour constituer une planète. Et en plus, ces astéroïdes, comme on l'a vu, ils ont des compositions chimiques qui sont différentes. Donc s'ils provenaient du même corps, il n'y a rien qui explique qu'on ait une telle diversité de compositions chimiques. Donc cette hypothèse a été écartée. Et en fait, il faut revenir au début, à la formation du système solaire. Donc on avait une nébuleuse solaire, c'est-à-dire un nuage de poussière et de gaz qui s'est effondré sous l'effet de sa propre gravité et qui a formé un disque qui s'est mis en rotation. Et puis les éléments qui composaient ce disque en rotation, ils sont rentrés les uns dans les autres et ils se sont condensés pour former les soleils et les planètes. Et donc pendant les millions d'années, il y a eu un phénomène d'accrétion de matière qui a formé des corps qui se sont agglomérés entre eux, qui ont grandi jusqu'à former des planètes. Mais il y a des endroits où les vitesses de collision finalement ont pris le pas sur le phénomène d'accrétion et où au final on avait plus de dislocation que de formation de gros corps. Et en plus, on a la grosse Jupiter à côté qui crée des phénomènes de résonance orbitale. Alors une résonance orbitale, c'est quand en fait on a deux corps qui orbitent donc autour de l'étoile, mais en fait l'orbite de l'une est un multiple de l'orbite de l'autre, donc en fait ils passent toujours au même endroit au même moment, et donc ça excite les petits corps qui sont situés à cet endroit-là, leur vitesse s'en trouve augmentée et paf, ils peuvent être éjectés. Donc bref, ces endroits ne sont pas assez stables pour permettre la formation d'une planète. Donc en fait, notre ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, c'est vraiment quelque part un embryon de planète qui n'a pas eu l'occasion de voir le jour et un vestige du système solaire primitif. Donc la masse de cette ceinture, elle est de plus de 3 milliards de tonnes, donc ça représente à peu près 4 à 5% de la masse de la Lune, donc c'est finalement assez faible, même si elle est composée du coup de quand même beaucoup de corps. Les 4 principaux corps, donc qui s'appellent Cérès, Vesta, Pallas et IG, représentent à eux 4 la moitié de la masse totale de la ceinture. Donc ça laisse imaginer en fait le fait que la plupart de ces astéroïdes sont quand même des corps qui sont très petits. Et originellement, tous les 4 avaient été considérés comme des planètes.
Comment est-ce qu'on les nomme, ces astéroïdes? Donc ça c'est plus pour l'anecdote, mais j'ai trouvé ça rigolo, donc je l'ai mis. Vu qu'ils sont très nombreux et qu'on en découvre beaucoup, l'UAI est quand même assez permissive sur l'attribution des noms, et du coup on a des noms un peu rigolos comme Mr. Spock, James Bond, Monty Python ou Wikipédia, qui sont des noms qui ont été donnés à des astéroïdes. Voilà. Alors on va regarder du coup les principaux. Donc le premier qui a été découvert, c'est Cérès. En 1801. Alors, je ne veux pas empiéter sur la session à venir qui concernera les planètes naines et que Bernard s'est jalousement gardé, mais la distinction entre astéroïdes et planètes naines est parfois assez ténue, mais pas toujours très claire, et j'ai trouvé Cérès dans les deux catégories, donc je me permettrai d'en parler un tout petit peu quand même. Donc le premier qui a été découvert, c'est ce fameux Cérès en 1801 par un astronome qui s'appelle Giuseppe Piazzi à l'observatoire de Palerme. Donc c'est le plus gros, la plus petite planète naine, donc on ne sait pas trop. Alors effectivement, Cérès est ronde et elle est assez intéressante. Elle a un diamètre qui est assez élevé, qui fait à peu près 950 km. Donc on l'a vu, il représente un tiers de la masse totale de la ceinture à lui seul. Il a composé d'un mélange de glace d'eau et de minéraux, il a un noyau rocheux, on y a détecté de la matière organique et peut-être un océan liquide, et il a une atmosphère ténue composée de vapeur d'eau. Il a été exploré par la sonde Dawn en 2015. Voilà. Ensuite, le quatrième découvert, donc c'est Vesta, en 1807, par un astronome allemand qui s'appelle Heinrich Olbers. Donc, il est un petit peu plus patatoïde que l'autre qui était quand même nettement plus sphérique. Il est déjà plus petit puisque son diamètre fait 530 km. Il représente 9% de la masse de la ceinture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Vesta a été percuté par un autre astéroïde il y a à peu près 1 million d'années. Il y a eu des retombées sur Terre sous forme de météorites. Il y a du coup un énorme cratère au pôle sud qui s'appelle Rhea Silvia. Et en fait, ce cratère, il a un diamètre de 504 km, donc qui est très proche du diamètre total de l'astéroïde. C'est l'un des plus grands cratères du système solaire. Ce cratère a été découvert en 1997 par Hubble, donc c'est assez récent. Il n'a été nommé qu'en 2011, donc en référence à Rhea Silvia, qui était la mère de Romulus et Rémus. Et le cratère, donc on le voit ici sur l'image, donc on a le diamètre ici du cratère qui recouvre lui-même un plus ancien cratère ici. Et pour l'anecdote aussi, ce qui est rigolo, c'est que là on a deux petits cratères et j'ai pensé à Brigitte en fait quand j'ai découvert ça, parce que c'est le cratère du bonhomme de neige et c'est vrai qu'on a deux cratères à coller qui donnent un peu cette forme de bonhomme de neige. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative au lapin de jade. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Et donc si je reviens à ce gros cratère, en tout cas situé au pôle sud, qui est Rhea Silvia, donc il est vraiment énorme. Par endroits, il y a des falaises qui vont de 4 à 12 km, enfin des escarpements de 4 à 12 km. Il a une profondeur d'à peu près 13 km et on a un monticule central, donc ça me rappelle un peu ce que nous explique Eric quand on nous détaille les cratères lunaires. Il y a ici un monticule central qui est de 200 km de diamètre et de 20 km de haut, et c'est la plus haute montagne connue du système solaire. Alors, le deuxième découvert, c'est Pallas en 1802, toujours par Heinrich Olbers. Alors lui, il a fait une découverte fortuite de cet astéroïde en cherchant à retrouver Cérès. Donc Messier avait été cependant le premier à l'observer, mais il l'avait pris pour une étoile. Donc Pallas a une forme qui est plutôt en balle de golf, un peu grêlée, comme ça, constellée de cratères. Son orbite est très inclinée par rapport au plan de la ceinture principale d'astéroïdes, d'à peu près 35 degrés, donc il est très difficile à atteindre par des sondes. Son diamètre est de 510 km, il fait à peu près 7% de la masse de la ceinture et sa surface est composée de silicates. Voilà. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est IG, qui a été découvert par un astronome qui s'appelle Annibal de Gasparis. Alors, il n'y a pas de faute à Annibal, hein, ça s'écrit comme ça.
de l'Observatoire de Naples en 1849. Donc lui, il est plutôt sphérique, il s'apparente aussi à une planète naine. Il a un diamètre dans les 435 km, donc en tout cas c'est le plus grand des astéroïdes de type C. Il représente 3% de la masse de la ceinture et il est composé de matériaux primitifs carbonés. Il a des composés aqueux qui ont été détectés, donc il laisse penser qu'à un moment donné, il y a dû y avoir de l'eau qui est partie depuis. Et il a assez peu de cratères. Donc le nom vient de Hygie, qui est la déesse grecque de la santé, et fille d'Asclépios. Et Junon, donc, qui est le troisième découvert par Carl Ludwig Harving de l'observatoire de Lilienthal, donc là aussi au début du 19e siècle. Donc le dessin à gauche, ce n'est pas une photo, hein, c'est une vue d'artiste, et à droite, là, vous avez du coup les images qui ont été prises en optique adaptative à l'observatoire du Mont Wilson. Donc celui-là, il est déjà plus petit, il fait 234 km, sa révolution est de un peu plus de 4 ans. C'est le premier astéroïde pour lequel une occultation a été observée, c'est-à-dire qu'on l'a vu passer devant une étoile. Il a une surface qui est composée de silicates ferreux, olivine et pyroxène. Il a un énorme cratère lui aussi de 100 km. Alors il a légèrement changé d'orbite en 1839, probablement à la rencontre d'un autre astéroïde, et il est à l'origine des météorites de type chondrite. On l'a considéré aussi à sa découverte comme une planète mineure après la découverte de Cérès et Pallas. Donc voilà ici une vue qui vous permet de comparer la taille des 4 principaux qu'on vient de voir. Donc Cérès, hein, qui est quand même de loin le plus gros, et ensuite Vesta, Pallas et Hygie. Alors ensuite, les astéroïdes géocroiseurs. Alors c'est ceux-là dont on parle beaucoup parce qu'ils sont potentiellement dangereux pour la Terre. Je vous ai mis, pour rire un peu, l'affiche du film Don't Look Up, là, qui est passé pendant les fêtes de fin d'année, où des scientifiques essayent d'alerter les pouvoirs publics et la population sur le fait qu'une gigantesque météorite s'apprête à percuter la Terre. Donc ils sont de 2 types, ces astéroïdes de géocroiseurs. Et donc il y a les vrais géocroiseurs qui sont les ECA, Earth Crossing Asteroids, et puis il y a les pas tout à fait vrais géocroiseurs, qui sont ceux qui s'approchent beaucoup de la Terre sans pour autant croiser son orbite, qui s'appellent les Near Earth Asteroids. Donc en termes d'estimation sur leur nombre, donc il y a à peu près 1200 astéroïdes d'un diamètre supérieur ou d'une taille supérieure à 1 km, sachant que cette taille de 1 km, c'est celle qui est en général retenue pour dire que si elle percute la Terre, un astéroïde de cette taille causerait l'extinction totale de l'espèce humaine. Et puis il y a les Potentially Hazardous Asteroids. Donc ceux-là, c'est ceux qui coupent notre orbite à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Donc ça paraît grand, mais en fait à l'échelle cosmique, c'est quand même très proche. Et on en a dénombré à peu près 4 à 5 000 d'une taille qui serait comprise entre 100 mètres et 1 mètre. Et 1 km, pardon. Ça en fait quand même beaucoup. Alors, il y a 4 sous-groupes. Alors, il y a ceux qu'on appelle Atira, donc du nom du premier de ce type qu'on a découvert. Et ceux-là, donc ici sur le schéma, vous avez l'orbite de la Terre qui est en bleu. Et les Atira, c'est ceux dont l'orbite est contenue à l'intérieur de celle de la Terre. Donc vous les voyez sur le cercle vert qui sont ici. Donc ils ne nous croisent pas, ceux-là, leur orbite est entre la nôtre et le Soleil. Vous avez les Atons, donc ceux-là, ce sont des géocroiseurs, dont l'orbite est principalement située à l'intérieur de celle de la Terre, et ils sont à peu près au nombre de 1500, donc ils sont dessinés ici sur le cercle rouge. Vous avez les Apollons, qui eux sont aussi des géocroiseurs avec une orbite principalement située à l'extérieur de celle de la Terre. Donc vous les avez là. Il y en a à peu près 11 000. Et puis vous avez les Amors, et ceux-là, c'est ceux qui sont assez proches de nous, mais dont l'orbite est complètement à l'extérieur de celle de la Terre, donc sur le cercle extérieur vert, et on en dénombre à peu près 7500.
Alors, un zoom sur quelques astéroïdes remarquables, on va dire. Alors, le premier qui a été découvert, c'est Eros. Donc c'est un astéroïde de type Amor, donc c'est le deuxième en taille après Ganymède, donc c'est le premier découvert. Il a été découvert par Gustav Witt, qui est un astronome allemand. Décidément, les Allemands sont très actifs sur les astéroïdes. Et puis il a été aussi découvert concomitamment par un Français qui s'appelle Auguste Charlois en 1898. Et donc sur la slide, j'ai mis « Où le drame typiquement français des jours fériés ». Parce que pour l'anecdote, donc Witt avait découvert dans la nuit du 13 août 1898, depuis son observatoire berlinois, cet astéroïde. Mais le même jour, en fait, des images ont été faites de l'astéroïde par cet astronome français qui s'appelle Charlois, à l'observatoire de Nice. Mais le problème, c'est que les données n'ont été publiées que quelques jours après celles de Witt, parce qu'en fait, il a pris ses photos le 14 août, le lendemain, c'était le 15 août, et du coup, il est arrivé avec un temps de retard sur la déclaration de la découverte de cet astéroïde. J'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà, donc à cause d'un dimanche et d'un jour férié, voilà, il s'est fait un peu tirer les oreilles. Donc cet astéroïde a été visité par une sonde spatiale qui est la Nia Schumacher en 2000. Il est composé de silicate recouvert d'une couche de régolithe. Alors la régolithe, vous savez, c'est ce qu'on trouve aussi sur la Lune, cette espèce de couche de poussière qu'on trouve sur la Lune. Ses dimensions sont de 34 par 11 par 11 km. Alors il a une forme de cacahuète un peu. Sa révolution est de 1,76 ans, il effectue sa rotation en 5h27 et il a un axe de rotation incliné de 89% par rapport au plan de son orbite. Il a été au périgée en 2012 puisqu'il était à ce moment-là à 26,7 millions de kilomètres. Et donc l'image que vous avez au-dessus, j'ai trouvé intéressant de la mettre. En fait, c'est une image dont les zones de couleur vous montrent les zones de gravité différentes à la surface de l'astéroïde, parce que comme il n'a pas une forme sphérique, il a une forme de cacahuète un peu bizarre là, et suivant là où on se trouve en fait à la surface de l'astéroïde, la gravité n'est pas la même. Voilà. Ensuite, on a Ganymède, qui est le plus grand. Donc lui c'est un astéroïde de type Amor, de type S, donc silicaté. Il a été découvert par Walter Baade, qui est lui aussi un astronome allemand, mais qui au cours de sa vie a émigré aux États-Unis. Il a un diamètre de 32 à 34 km. Il est composé de fer, de silicate et de magnésium. Il passera assez proche de nous en 2024, à 56 millions de kilomètres. C'est aussi un astéroïde qui croise l'orbite de Mars. Il passera d'ailleurs en 4 millions de kilomètres de Mars en 2176. Alors, j'ai pas de photo de l'astéroïde, donc je vous ai mis Walter Baade. Et une observation radar qui a été faite par le télescope Arecibo nous renseigne toutefois sur sa forme et nous dit qu'il est sphérique. Et cette information est assez récente, puisqu'elle date de 1998. Alors Walter Baade, on va peut-être le retrouver après, je crois. C'est un astronome qui a été assez actif. Il a découvert notamment 10 astéroïdes et c'est aussi lui qui a identifié la nébuleuse du Crabe comme étant un rémanent de supernova. C'est lui qui a trouvé ça. Et Adonis, alors j'ai mis c'est le plus tintinesque parce qu'il a été mentionné par Hergé dans On a marché sur la Lune. Alors il l'a mentionné dans une zone où Adonis ne risque pas de se trouver, mais c'était assez rigolo donc je l'ai mis. Donc c'est un des premiers découverts, lui aussi, donc, par Eugène Delporte, qui lui est un astronome non pas français mais belge, qui a été très actif sur la découverte des astéroïdes, puisqu'il en a découvert 66. Il a un cratère sur la Lune à son nom, ce monsieur. C'est un astéroïde qui fait 1 km de diamètre, qui effectue sa révolution en 2 ans et demi. Au XXIe siècle, il passe 36 fois à moins de 30 millions de kilomètres de la Terre. Donc là aussi, ça paraît loin, mais en fait, c'est quand même assez proche de nous. Il sera au plus proche en 2036, puisqu'il est censé passer à 5 millions de kilomètres. Alors, les astéroïdes troyens. Donc rappelez-vous, c'est ceux qui sont sur l'orbite de Jupiter.
On les trouve essentiellement sur l'orbite de Jupiter, mais la Terre en a aussi, et pas que la Terre d'ailleurs. Vénus en a un, Mars en a 9, Uranus en a 1 et Neptune en a 32. Alors, Mercure n'en a pas parce qu'on pense que Mercure est situé trop proche du Soleil pour que les points sur lesquels se situent ces astéroïdes troyens soient suffisamment stables pour permettre à des objets de se maintenir à cet endroit-là. Et il n'y en a pas non plus sur Saturne parce qu'on pense que Jupiter est trop proche. Donc en fait, ces astéroïdes, ils sont situés sur des points bien précis, ils ne sont pas là où ils sont par hasard. Ils sont situés sur des points bien précis qu'on appelle les points de Lagrange. Donc c'est les points L4 et L5. Alors s'il y a des L4 et L5, c'est qu'il y a aussi des L1, des L2 et des L3. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment L4 et L5. Donc ce sont les deux points de l'orbite qui font que quand on regarde l'angle formé par donc, la planète, donc ici le dessin c'est la Terre, mais peu importe, on peut dire que c'est Jupiter, l'angle formé par donc, la Terre, le Soleil et puis ce point de Lagrange fait 60 degrés, c'est-à-dire qu'on a ici un triangle équilatéral qui se forme. Donc on a le cas au point L4 et on a le cas aussi au point L5. Et en fait, ce sont deux points de l'orbite de la planète qui sont particulièrement stables et qui font que les petits corps qui s'y trouvent ont la capacité de s'y maintenir. Donc ne me demandez pas la démonstration mathématique, je serais bien incapable de la faire. En tout cas, retenez ça. Les points de Lagrange sont des points d'orbite stables qui permettent aux petits corps de se maintenir ici sans être éjectés. Donc les Troyens de Jupiter, les voici. Donc là, le gros nuage blanc, c'est la ceinture d'astéroïdes dont on parlait tout à l'heure. Et donc on a nos points L4 et L5 là, qui concentrent sur la photo donc, les astéroïdes de Jupiter. Donc il y a deux équipes. Il y a l'équipe des Troyens à proprement parler, et puis il y a l'équipe des Grecs aussi. Donc au point L5, on va retrouver les Troyens, avec des astéroïdes qui portent des noms tels que Priam, Énée, Anchise. Et au point L4, on a les Grecs comme Achille, Hector ou Agamemnon, mais attention, chaque camp possède un transfuge. Hector est infiltré chez les Grecs et Patrocle chez les Troyens. Voilà. Les astronomes. C'est ça, c'est l'idéal. Alors les principaux Troyens qu'on connaît, il y a Achille qui a été le premier découvert par encore un Allemand, Max Wolf, en 1906, qui était un astronome de l'observatoire du Königstuhl, qui était aussi un pionnier de l'astrophoto pour les amateurs d'astrophoto. On a Hector, qui est le plus grand. À chaque fois, je donne un peu les principaux remarquables. Donc, qui lui fait à peu près 370 km sur 170. Et cet astéroïde possède lui-même un satellite de 15 km de diamètre. Il a été découvert par August Kopf, encore en allemand, en 1907. Puis on a Patrocle, un astéroïde binaire composé de deux corps qui s'appellent Patrocle et Ménésios, qui font respectivement 140 et 113 km de diamètre et qui ont également été découverts par Auguste Kopf en 1906. Et là, vous avez une petite photo donc, qui vaut ce qu'elle vaut, qui a été prise par Hubble. Voilà. Donc les Troyens de la Terre, on va quand même parler de ceux de la Terre, puisqu'on en a deux. Donc un qui s'appelle 2010 TK7, c'est son petit nom. Il a été découvert en octobre 2010, comme son nom l'indique, et il a un diamètre estimé de 300 mètres. Et le télescope WISE vous en propose une photo, donc c'est très ténu, puisque donc l'astéroïde est dans le petit point vert que vous voyez là, donc il faut être assez imaginatif, mais bon, voilà. Et le deuxième, donc c'est tout récent, il a été découvert en 2020, à l'observatoire de Hawaï. Il a un diamètre qui est compris entre 500 mètres et 1 km à peu près. Et il a été confirmé en ce tout début d'année 2022, donc c'est très récent. Et un dernier point que j'ai mis, donc c'est pas des Troyens de la Terre, mais comme je m'étais renseignée sur les points de Lagrange, je suis tombée sur cette information, j'ai trouvé ça intéressant. La Lune aurait, alors non pas des astéroïdes troyens, mais sur ces fameux points de Lagrange, il y aurait peut-être des nuages de poussière. Donc ça, vous voyez, il y a l'orbite de la Lune qui est ici. Et sur les points L4 et L5, il y a d'hypothétiques nuages de poussière qu'on appelle les nuages de Kordylewski. Vous le saurez. Et donc les derniers astéroïdes, c'est les Centaures qui, eux, orbitent entre Jupiter et Neptune.
Donc ce sont des objets, alors, ils sont assez particuliers, ces centaures. C'est des marginaux un peu paumés qui ne savent pas très bien où ils vont et qui ont en général un destin assez tragique, puisqu'en fait ils ont une orbite qui est très instable, qui est perturbée par les planètes géantes. Des études de leur orbite ont montré qu'en fait ils sont sur une orbite de transition entre la ceinture de Kuiper et les comètes à courte période. Il est possible qu'il s'agisse d'objets de la ceinture de Kuiper qui auraient été perturbés gravitationnellement en croisant peut-être l'orbite de Neptune, donc il y a beaucoup d'hypothèses là derrière. En tout cas, leur orbite est perturbée quand ils s'approchent d'une géante gazeuse, et certains centaures finissent par croiser l'orbite de Jupiter. Et puis s'ils démontrent une activité cométaire, ça peut être le cas, ils sont à ce moment-là reclassifiés comme planètes. Et à terme, ils sont voués soit à entrer en collision avec le Soleil ou une autre planète du système solaire, ou à se faire carrément éjecter du système solaire. C'est pour ça que je disais qu'ils ont un destin un petit peu tragique. Le plus gros de ces centaures, c'est Chariclo. Donc là, c'est pareil, c'est pas une photo, hein, c'est beaucoup trop loin. Donc c'est une vue d'artiste. Chariclo, c'est une nymphe de la mythologie grecque qui était la compagne de Chiron le centaure. Donc ceci explique cela. Il a un diamètre qui fait à peu près 250 à 300 km. Il a été découvert en 1997 par le programme Spacewatch. Et une occultation, donc quand il est passé devant une étoile, a permis de découvrir qu'en fait il avait 2 anneaux. Donc c'est assez étonnant. On a 2 prétendants au titre de premier découvert. Donc Chariclo c'était le plus gros, mais le premier découvert, alors il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle Hidalgo, qui a été découvert en 1920 par Walter Baade, encore lui, on le retrouve, qui est possiblement cométaire. Donc ça a effectivement été le premier découvert, mais à l'époque on ne savait pas qu'il s'agissait d'un centaure. Et puis on a Chiron, donc, qui a été découvert par Charles Kowal en 1977 à l'Observatoire du Mont Palomar en Californie. Celui-ci fait 166 km de diamètre, donc pour le coup c'est le premier qui a été officiellement classé comme centaure. Il a un comportement de comète qui a pu être observé à 2 reprises, la première fois en 88 parce qu'en fait il a gagné une magnitude, et en 89 parce qu'on a pu observer une chevelure et une queue. Mais en tout cas, il est beaucoup plus grand que n'importe quelle comète, et celui-là, il coche à la fois la case planète mineure et la case comète. Et puis je vais vous parler aussi rapidement du cas particulier de Phoebe, donc, qui est une lune de Saturne qui a des caractéristiques très particulières. Déjà, elle ne tombe pas à proximité du plan de l'équateur, elle a une orbite rétrograde, et elle a une orbite très elliptique et à très forte inclinaison. Et enfin, elle est très sombre, elle reflète peu la lumière, donc ce qui laisse supposer certaines choses sur sa composition, et laisse à penser que ça pourrait être un objet capturé par la planète, et en l'occurrence un centaure. En tout cas, c'est une hypothèse qui est émise. On va passer aux objets transneptuniens, donc là je vais en avoir beaucoup moins à vous montrer puisque forcément c'est beaucoup trop loin. Donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc rappelez-vous, on a la ceinture de Kuiper à l'extérieur du système solaire, après Neptune, et puis notre nuage de Oort qui est sphérique et puis qui est composé aussi d'un disque interne là qu'on appelle le nuage de Hills. L'histoire de la ceinture de Kuiper. Alors le premier objet découvert de la ceinture de Kuiper, c'est Pluton. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup, je laisserai Bernard nous parler de Pluton. Donc, en tout cas, le fait qu'on ait découvert Pluton à l'extérieur du système solaire a permis aux astronomes de poser l'hypothèse de la présence d'autres objets à cet endroit-là. Et dès les années 30, on a des astronomes comme Frédéric Léonard, qui est un astronome américain de l'Université de Californie. En 1943, Kenneth Edgeworth, qui lui était un Irlandais. Et puis enfin, Gerard Kuiper, qui du coup a donné son nom à la ceinture, qui a été le premier à théoriser vraiment cette hypothèse de l'existence d'une ceinture, donc qui lui était un astronome hollandais. Qui a été naturalisé, je crois, aux États-Unis par la suite. Donc c'est lui qui a donné son nom à la ceinture de Kuiper.
L'origine de la ceinture de Kuiper, là aussi ça remonte à la formation du système solaire. Donc l'hypothèse est un peu la même, c'est que le processus de formation des planètes se serait interrompu dans cette zone sous l'influence des bouleversements orbitaux des géantes gazeuses. Cette ceinture de Kuiper, on la connaît finalement assez mal, parce qu'aujourd'hui on ne comprend ni la géographie de la ceinture, c'est-à-dire la disposition des corps à l'intérieur de la ceinture, ni la faiblesse de la masse qui est observée. Cependant, je vous ai mis une petite image là, de la sonde New Horizons, puisque en fait, cette sonde est la première mission spatiale qui explore cette zone du système solaire. Elle a été lancée en 2006, elle a étudié Pluton et ses satellites à partir de 2015, il a fallu le temps d'arriver jusque là-bas. Et les résultats qui ont été transmis jusque-là ont complètement bouleversé les hypothèses qu'on avait pu émettre. Mais je laisserai Bernard vous en parler. Alors, les données. Où est-ce qu'elle est située, cette ceinture? Donc, vous la voyez ici sur l'image en vert. Donc, elle est à une distance entre 30 et 55 unités astronomiques. Donc, pour rappel, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc entre 30 et 55 unités astronomiques. Elle est 20 fois plus large que la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Elle est aussi épaisse, puisqu'elle va jusqu'à 10 degrés de chaque côté du plan écliptique. Et en fait, ce n'est pas un disque tout plat, elle est en forme de tore. Donc je vous ai mis une modélisation en dessous, ça ressemble à une espèce de donut. Mais en gros, c'est la forme qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme corps dans cette ceinture de Kuiper? Donc la composition des corps, c'est essentiellement des corps volatiles gelés, comme par exemple du méthane, de l'ammoniac, de l'eau. Donc on voit que la composition est différente par rapport à notre ceinture d'astéroïdes du système solaire interne, qui était essentiellement composée de roches et de métaux. Une estimation de nombre, donc on pense qu'il y a à peu près 70 000 objets qui auraient une taille supérieure à 100 km de diamètre. Et c'est donc un réservoir de comètes dites à courte période, c'est-à-dire période inférieure à 200 ans. Donc le premier objet découvert, c'est Pluton en 1930, puis Charon en 1978, et on n'a plus rien découvert jusqu'en 92. Et c'est là qu'en 92, donc, on va découvrir 1992 QB1 qui s'appelle aussi Albion, donc le premier corps découvert depuis Pluton et Charon, qui a été découvert par David Jewitt et Jane Lou, son étudiante. Donc lui, c'est un astronome qui à l'époque était à l'observatoire d'Hawaï, et elle, c'était une étudiante du MIT. Et donc voilà l'objet, là aussi, qui est dans le cercle blanc. Le nuage de Oort. Alors, le nuage de Oort, contrairement à la ceinture de Kuiper, dont on a aujourd'hui la certitude de l'existence, puisqu'on a découvert des corps, lui, il n'a jamais été directement détecté. À ce stade, ça reste une hypothèse. Une hypothèse qu'on doit à un Estonien qui s'appelle Ernst Öpik et qui a émis cette hypothèse dans les années 30, donc c'est quand même, ça remonte quand même déjà un peu, et au néerlandais Jan Oort dans les années 50. Cependant, c'est une hypothèse qui est quand même largement admise aujourd'hui et qui permet d'expliquer l'existence des comètes à longue période. Alors, on va expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bon, les comètes, c'est des corps qui épuisent leur combustible, entre guillemets, à chaque passage près du Soleil. Donc, à chaque fois que ça s'approche du Soleil, en fait, la couche de glace supérieure qui compose le corps fond un peu. Puis hop, elle s'en va et puis elle revient, la couche de glace fond encore. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à fondre. Du coup, les comètes deviennent des corps, soit des corps morts si elles ont quand même un petit noyau rocheux, soit ça disparaît complètement si c'est juste composé de glace. Donc, en tout cas, ça veut dire que ce sont des objets qui ont une durée de vie qui est courte, finalement. Alors, courte, tout est relatif, c'est évidemment à l'échelle de ce qu'on trouve dans l'espace. Mais en tout cas, la durée de vie est courte et finie. Si on dit, par ailleurs, que les comètes sont des individus indépendants, libres et solitaires qui ont adopté leur trajectoire de comète depuis leur naissance qui remonte à celle du système solaire il y a 4,6 milliards d'années,
c'est juste pas compatible. Les comètes qu'on voit aujourd'hui devraient être mortes depuis longtemps. Or, on en voit qui ont toujours en fait du combustible à présenter quand elles s'approchent du Soleil. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut un réservoir. D'où l'hypothèse de l'existence de ce réservoir de comètes à l'extérieur qui est le nuage d'Oort. Alors les caractéristiques de ce nuage, comme on l'a vu, il est de forme sphérique, il est peu dense, c'est-à-dire que l'éloignement des objets à l'intérieur de ce nuage se compte en millions de kilomètres, mais pour autant il est tellement grand, tellement étendu, qu'il contiendrait quand même des milliards de noyaux cométaires. En termes de distance, alors, la distance et l'étendue, ça irait d'une distance de 20-30 000 unités astronomiques jusqu'à plus de 100 000 unités astronomiques. Et pour vous donner un peu une échelle de grandeur, la limite externe de ce nuage d'Oort, c'est ce qui est admis comme étant la limite de l'attraction gravitationnelle du Soleil, c'est plus de 1000 fois la distance Soleil-Neptune. Ça veut dire une distance comprise entre 1 à 2 années-lumière du Soleil. Et quand on est à cet endroit-là, on est déjà à 1/4 de la distance qui nous sépare de Proxima du Centaure, qui est l'autre étoile la plus proche. Donc ça vous donne un peu des repères, parce que c'est vrai que ces ordres de grandeur sont quand même très difficiles à se représenter pour nous, pauvres mortels. En tout cas, c'est assez énorme. Le nuage de Hills, j'ai mis encore un nuage. Donc, là, on parle du coup du nuage interne. Pourquoi est-ce qu'on a posé l'hypothèse de ce nuage de Hills? Parce qu'on s'est dit que, en raison de leur éloignement, donc les comètes qui composent le réservoir de Oort, là où elles sont faiblement retenues par le Soleil. On a vu qu'on était à la limite de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Mais par contre, elles sont potentiellement fortement sujettes à l'attraction et aux perturbations que causent tous les autres objets qui passent à proximité, à l'extérieur. Et donc, ils doivent potentiellement se faire éjecter très facilement. Donc depuis le temps, le nuage de Oort, il aurait dû se vider de son contenu, et il ne devrait plus y avoir grand-chose. Or, des comètes à longue période, on en a quand même beaucoup. Donc on se dit que pour expliquer cela, il faut un autre réservoir qui soit plus interne, plus protégé, et qui vienne alimenter le nuage externe. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est posée. Cette hypothèse, elle a été formulée par un Américain qui s'appelle Jack Hills dans les années 80. Sa distance et son étendue iraient de 3000 à 20 000 unités astronomiques, et il serait composé donc de corps qui seraient, la population serait beaucoup plus dense, de 5 à 10 fois celle du nuage extérieur. Donc on aurait beaucoup plus de corps, les corps seraient beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Donc vous avez ici sur le petit dessin, donc on retrouve ici le système solaire, donc le nuage de Oort externe, et puis ici le nuage interne qui viendrait alimenter le nuage externe. Alors avez-vous bien suivi? On a presque fini. Donc dans la ceinture principale, on trouve des astéroïdes qui sont composés de roches et de métaux essentiellement. Dans la ceinture de Kuiper, on a ce qui va constituer des comètes à courte période. Et on a le nuage de Hills et le nuage de Oort qui alimentent donc du coup les comètes à longue période et qui eux sont composés de corps volatiles gelés, donc des hydrocarbures, de l'eau, un peu de poussière et un peu de roche. Alors le dernier type de corps, c'est les comètes. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une comète? Donc ça vient du grec là aussi, qui veut dire astre chevelu, donc c'est assez représentatif quand même de la nature de l'objet. Donc c'est un petit corps qui est composé de glace et de poussière, qui est en orbite généralement très elliptique autour d'une étoile. Donc rappelez-vous la première slide que j'ai montrée avec l'orbite de la comète de Halley, où on voyait effectivement une ellipse qui était très allongée, comme ça. Donc la différence avec les astéroïdes, c'est la composition et l'activité du noyau à l'approche du Soleil. Donc par activité du noyau, on parle du processus de sublimation, qui est le nom qui est donné du passage de l'état solide à l'état gazeux. Je parlais de combustible tout à l'heure, c'était une image, mais c'est un peu ça. C'est le fait que du coup ces glaces, quand elles approchent du Soleil, elles passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Anatomie d'une comète. Donc une comète est composée d'une chevelure. Donc, je vous ai mis une petite photo ici pour illustrer. Donc c'est la comète Holmes.
qui est composé donc d'un halo sphérique qui entoure le noyau, qui est composé de gaz et de poussière. Et à l'approche du Soleil, du coup, les particules sont libérées sous forme de jets. Cette chevelure est entourée d'un noyau d'hydrogène et il est d'un diamètre compris entre 50 000 et 250 000 km. Et puis il y a une double queue, donc ici c'est la comète Hale-Bopp. Donc une traînée de gaz ionisé qui est rectiligne, et puis une traînée de poussière qui est beaucoup plus large et puis qui a une forme incurvée, les particules étant repoussées par les vents solaires. Alors il y a quelques milliers de comètes qui sont répertoriées, donc là je vous en ai mis 2-3 parmi les plus connues. Donc la comète de Halley, bien sûr. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait elle est décrite dès -600 en Chine. Et en 1705 seulement, Edmund Halley a prouvé sa périodicité, donc on la voyait quand même très régulièrement dans notre ciel depuis bien longtemps. Elle a un demi-grand axe de à peu près 18 unités astronomiques, c'est-à-dire 2,7 milliards de kilomètres. Alors le demi-grand axe, c'est quoi? C'est quand vous voyez l'ellipse qui constitue l'orbite. Donc la partie qui est très allongée, c'est le grand axe, et puis la partie qui est plus resserrée, c'est le petit axe, et donc le demi-grand axe, c'est la moitié en fait. La distance au périhélie est de 0,59 unités astronomiques et à l'aphélie de 35,3 unités astronomiques, donc au plus loin et au plus près. La période est de 76 ans, donc c'est une comète de courte période. Son dernier passage était en 86. Elle a été approchée par 4 sondes, donc Vega 1 et Vega 2 qui étaient des sondes soviétiques, Giotto, la sonde européenne, et Suisei, une sonde japonaise. Donc vous avez ici une photo qui a été prise par la sonde Giotto. Shoemaker-Levy, que j'ai surnommée la plus intrépide. Alors pourquoi? Elle a été découverte en 1993. Elle a été capturée par Jupiter et s'est mise en orbite autour de la planète. Elle est passée très proche en 92, donc de Jupiter, et sous l'action des forces de marée de Jupiter, elle a été disloquée en à peu près une vingtaine de fragments qui sont entrés dans l'atmosphère de la planète en 94. Et du coup, on a pu voir ces impacts à la surface de Jupiter qui sont restés visibles pendant plusieurs mois. Donc, elle a été découverte par les astronomes américains, donc un couple qui s'appelle Caroline et Eugène Shoemaker, et par le Québécois David Lévy, et aussi par un Français qui s'appelle Philippe Benjoya. Et en fait, elle a fourni la première observation directe d'une collision hors de la Terre entre deux objets du système solaire. C'était la première fois qu'on voyait ça. Donc ici, vous avez des images de Hubble qui vous montrent l'impact là sur l'atmosphère de la planète. Hale-Bopp, qui elle détient le trophée de la plus visible, elle a été découverte en 1995, alors qu'elle n'est, au moment où elle a été découverte, que située entre Jupiter et Saturne. Ça veut dire qu'elle était déjà encore très loin, et pourtant elle montrait déjà depuis la Terre une chevelure. Jamais une comète n'avait été détectée à une distance si lointaine. Elle était vraiment d'une luminosité exceptionnelle et elle est restée visible alors, à différents endroits du globe, pas toujours au même endroit, mais en tout cas elle est restée visible pendant 18 mois et elle a une période d'environ 2500 ans. Alors elle a été découverte par deux observateurs indépendants qui s'appellent Alan Hale et Thomas Bopp, qui sont tous deux américains. Donc Hale, lui, il était quand même dans le milieu puisqu'il a travaillé au JPL, le Jet Propulsion Laboratory. Il a un doctorat en astronomie et c'est un chasseur de comètes, mais en fait il est tombé par hasard, on va dire à titre privé, en observant tout simplement depuis sa maison. Et puis Bopp, lui, c'est un astronome amateur et il a fait la découverte lors d'une sortie astro avec des amis en Arizona. Donc ils l'ont observé tous les deux en même temps. Et puis pour finir, j'ai mis Churyumov-Gerasimenko. Alors ça, j'ai mis, c'est la plus connue des écoliers, en tout cas des écoliers récents, parce que je me rappelle que ma fille en avait parlé à la maternelle. Ils avaient étudié le sujet. Et en fait, ce fut la destination de la sonde Rosetta de l'ESA qui fut lancée en 2004. La destination a été atteinte en 2014 et son module d'atterrissage Philae, peut-être vous vous en rappelez, c'est pas si loin, a réussi à se poser à sa surface. Alors a connu quelques déboires de transmission, il n'est pas arrivé au bon endroit, etc. Mais enfin, il a quand même réussi à transmettre des données.
Il a une période de 6 ans et une taille d'environ 4 ans. Et on voit qu'en fait, il est un peu aussi en forme de cacahuète, donc on pense que c'est peut-être peut-être 2 trucs qui se sont rencontrés. Et depuis la Terre, pour finir, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est quoi? C'est des minuscules fragments d'astéroïdes ou de comètes qui rentrent dans l'atmosphère terrestre. Alors ça peut être quelquefois juste des poussières. Et chaque année, l'orbite de la Terre croise à la même période des nuages de poussière qui sont laissés derrière elle par des comètes et qui provoquent ce qu'on appelle des pluies d'étoiles filantes visibles depuis la Terre, comme par exemple les Perséides. Alors c'est la comète Swift-Tuttle qui provoque les Perséides. Les Orionides, c'est la comète de Halley. Donc souvent, on connaît, nous, en tant qu'astronomes amateurs, un peu ces périodes de pluie d'étoiles filantes, mais on sait peut-être moins que c'est parce que la Terre traverse à ce moment-là un nuage de poussière qui a été laissé par une comète. Alors comment ça marche une étoile filante? Le corps, par le frottement de l'air, est porté à très haute température. Ce corps il fond et puis il est vaporisé. Alors vaporisé, c'est le terme en physique pour désigner le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et les résidus qui sont vaporisés et ionisés forment une traînée incandescente. Et la deuxième chose qu'on voit, et pour faire le lien avec ma toute première slide, donc c'est les météorites. Lorsqu'un corps rentre dans l'atmosphère terrestre et qu'il réussit à ne pas perdre toute sa masse et à heurter la surface, parce qu'il y a quand même une grande quantité de corps qui rentrent dans l'atmosphère et qui n'atteignent jamais la surface de la Terre. Et quand ça arrive, c'est ce qu'on appelle une météorite. Ça mériterait une séance à part entière parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce sujet. J'ai fait qu'une slide parce qu'il ne faut pas que ça dure 3 heures non plus. Ici, vous avez, j'aurais pu mettre plein de choses, j'ai mis Campo del Cielo, donc, qui est une météorite qui est tombée en Argentine, dont vous ne voyez ici sur la photo que le plus gros morceau. Les premières traces écrites qui mentionnent l'existence de cette météorite remontent au XVIe siècle. Les Indiens utilisaient du fer qui était censé provenir, d'après eux, d'une grande masse qui serait ferreuse, qui serait tombée du ciel pour fabriquer leurs armes. Ils ont donné en fait un nom au site et qu'on peut traduire par Campo del Cielo, qui veut dire champ du ciel. Et du coup, la province qui était sous domination espagnole, le gouverneur a ordonné une expédition militaire pour trouver ce fameux gisement de fer qu'utilisaient les Indiens. Ils ont cru au départ que c'était juste un filon terrestre, et ça n'est que bien plus tard, en dégageant autour à coups d'explosifs, qu'on s'est rendu compte que c'était une pierre unique. Et puis après, on en a découvert bien d'autres morceaux. Le champ de cratère provoqué par cette météorite couvre une zone de 3 km sur 20, contient au moins 20 cratères, le premier mesurant 115 mètres de long sur 91 mètres de large et avec une profondeur en son centre de 2 mètres. Le cratère le plus profond a quant à lui une profondeur de 5 mètres et au moins 2 des cratères possèdent des milliers de petits fragments métalliques. La zone qui est couverte par les fragments les plus petits s'étend encore au-delà sur 60 km. Donc on imagine un peu l'impact que ça a dû être. Alors on a analysé, parce qu'en fait il y avait des résidus de charbon qu'on a analysé au carbone 14 et qui a montré que l'impact a dû avoir lieu entre il y a 4200 et 4700 ans. Alors, on a d'abord retrouvé un morceau de 15 tonnes, un morceau de 34 tonnes, puis ce fameux morceau que vous voyez sur la photo qui est de 37 tonnes. Et donc, mis ensemble, ces différents morceaux constituent sans doute la plus grosse météorite qui a jamais été retrouvée sur Terre et qui devait faire au moins 100 tonnes. Au milieu, vous avez Chicxulub, donc au Mexique. Donc ce cratère, il est dans la péninsule du Yucatan. Donc vous voyez ici, là, en fait, la ligne blanche, c'est la zone côtière du Mexique. Donc en fait, ce cratère, il est moitié visible depuis la terre ferme et puis moitié sous l'eau. Donc il a été provoqué par la collision d'un astéroïde dont le diamètre est estimé entre 10 et 80 km. Je vous laisse imaginer le morceau qui est tombé sur notre tête, donc il y a 66 millions d'années, et donc c'est celui-là qui a provoqué vraisemblablement l'extinction des dinosaures. Le cratère, il fait 180 km, et on pense que du coup la puissance d'explosion était plusieurs milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima, donc c'était vraiment énormissime. On n'a pas trouvé de traces
On n'a pas trouvé de morceaux. Non, non. Non, non, c'est pas. C'est trop ancien, c'est trop dispersé certainement. Mais en tout cas, le cratère, lui, est bien là. Et le dernier qu'on voit à droite, c'est Météore Cratère. Donc celui-là, il est très connu aussi. C'est un cratère en forme de bol qui mesure entre 1200 et 1400 mètres de diamètre. Donc il est situé aux États-Unis. Sa profondeur est de 190 mètres. Il s'est formé il y a à peu près 50 000 ans, donc lui aussi à la suite de l'impact d'une météorite qui devait faire à peu près 50 mètres de diamètre et peser à peu près 300 000 tonnes. Donc là, la majeure partie de la météorite s'est vaporisée ou s'est dispersée, mais on dispose quand même d'à peu près 30 tonnes de fragments qui sont principalement composés de fer et de nickel, ce qui confirme tout à fait l'origine météoritique. Parce que quelquefois, en fait, quand la météorite tombe et rentre en collision avec la surface de la Terre, donc c'est suffisamment puissant pour créer un énorme cratère, mais du coup l'impact aussi est tellement fort que ça vaporise complètement la météorite, c'est complètement disloqué. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Y a-t-il des questions? Merci, c'était très bien. Ah, c'était très bien, c'était impeccable. Oui. Je veux juste comprendre ce que c'est que la ionisation. Enfin, un objet ionisé, c'est quoi? C'est un objet à qui on a enlevé des électrons. Pardon? On a enlevé des électrons. Ah. Il devient ionisé. Merci. On lui a arraché des électrons. D'autres questions sur la présentation, sur les parties qui ont été présentées? Et en France, on en a trouvé des. Ah oui, Des météorites. Ah oui, en France, on en a trouvé des météorites. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, alors j'ai lu un bouquin, je l'ai amené là. C'est un bouquin d'un physicien et astronome qui s'appelle Jean-Pierre Luminet. C'est ce bouquin-là qui s'appelle Astéroïdes. Et en fait, on apprend plein de choses. Alors en fait, ça s'appelle astéroïdes, mais ça parle surtout des météorites. Mais c'est néanmoins très intéressant et il nous explique dans ce bouquin qu'on parle beaucoup effectivement de la météorite de Chicxulub là, qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Mais ce n'est pas la seule extinction de masse que la Terre ait connue. En fait, des extinctions de masse, il y en a eu 4 ou 5. Et à chaque fois, il y a des bonnes raisons de penser qu'il y a une météorite à l'origine de ça. Et notamment, il y a un énorme cratère d'impact, alors qui n'est pas forcément très visible, en tout cas pas autant que Météore Cratère par exemple, voilà, mais il y en a un au côté, dans le centre de la France, du côté de Rochechouart, de mémoire, où il y a un énorme cratère dont on pense qu'il était à l'origine d'une de ces extinctions de masse qui ont précédé celle des dinosaures. Mais c'est un sujet en soi qui est super intéressant aussi. D'autres questions? Non? Bon, bah. On va clore encore à ce moment-là. Si, il est entièrement ferreux celui-là. Campo del Cielo, alors oui, je n'ai pas regardé la composition, mais ça m'a l'air d'être très Oui, métallique, oui. D'où ces 37 000 tonnes. Oui, entièrement ferreux. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas éclaté, tout compte fait, il reste un gros morceau. Oui, il en reste. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, il y a 3-4 très gros morceaux, Oui. et puis après, il y a plein de petits morceaux. Oui. En fait, il s'est probablement fracturé Oui. avant l'impact. C'est pour ça qu'on trouve plein d'impacts différents. Parce que il est possible qu'il ne représentait pas une masse complète. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand elle rentre dans l'atmosphère, on atteint des températures vraiment phénoménales, parce que la surface est fondue. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit atteindre les 6000 degrés à peu Oui. près. Et à l'intérieur, on est toujours très négatif. Le contraste de température étant colossal, il y a des petites parties qui ne supportent pas ce contraste et qui se séparent, qui explosent, qui se scindent, et après ils viennent percuter la Terre à différents endroits. C'est pour ça qu'il y a plusieurs impacts. D'ailleurs, c'est le cas de la comète de la météorite, pardon. C'est ça. Et les météorites, du coup, elles présentent souvent ce qu'on appelle une croûte de fusion dans celles qui sont retrouvées, qui est donc Et si on doit parler futilité, on a dit qu'il y avait, enfin oui, on le sait, des météorites qui valent
terriblement chères. Elles sont Oui, oui. composées de quelle Un matière? marché, Elles sont ferreuses ou elles sont comme celles que j'ai autour du cou qui pèsent pas bien lourd? Les météorites Pas les ferreuses. plus chères, c'est les météorites les plus rares. Or, il n'y a que 2 météorites rares. Il y a la météorite venant de la Lune, et encore plus chère et encore plus rare, les météorites venant de Mars. Oui, d'accord. Arrachées par des impacts anciens qui sont partis se balader dans le système solaire et qui ont fini sur la Terre. En poussière. Non, non. Ah non, en matière quand même, ah oui. Oui. Mais celle-là va d'une véritable fortune. Ouais, ouais. Donc de la Lune et de la Mars. Bon, bah écoute, je vais me mettre en pleine recherche. Mais il y a des chercheurs de météorites qui, en permanence, ils cherchent dans les Oui. déserts du Oui, oui, Sahara. oui, oui. Oui, alors ils cherchent à 2 endroits, enfin les 2 endroits privilégiés, apparemment, c'est les déserts. Parce que du coup, Oui. c'est quand même plus facile, c'est vrai, de trouver une grosse pierre noire dans un désert où il n'y a rien, plutôt que dans les villes, dans les forêts ou je sais pas quoi. Et puis, il y a aussi en Antarctique, où ils en cherchent beaucoup. Ah oui. Oui, alors avec la fonte des glaces, ça va se découvrir tout ça. Eh ben, exactement. Ah bah Hein? oui, mais c'est pour ça qu'ils recherchent tout le temps. Oui, 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 oui. Et il y en a qui les j'imagine. coupent en tranches comme ça, et puis qui les vendent à prix d'or, quoi. Oui, oui. Ah ouais. Oui. Certains sont très spécialisés dans Aux le États-Unis, domaine, aux États-Unis, et ils coupent en ils sont- tranches. Ah, apparemment, c'est un vrai business. Ouais. Oui, oui. Ah oui, oui. Certains sont très riches. Oui. C'est la richesse là-dessus. Oui. Oui. Question. Une question comme ça. C'est par rapport aux Troyens qui sont sur l'orbite d'une planète, si j'ai bien Oui, c'est compris. ça. Il y a peut-être une raison pour laquelle ils ne se seront pas accrétés aux planètes à l'époque. Alors, il y a 2 moments où Parce qu'ils auraient quoi. les astéroïdes ne se sont pas accrétés pour 2 raisons. D'abord, en premier lieu, c'est à cause de Jupiter. Jupiter, c'est la planète, fort probablement la première planète à se former, avec une masse conséquente, on le connaît, et elle a migré. Parce que contrairement à ce qu'on pensait pendant très longtemps, les systèmes solaires ne se sont pas formés comme ça. Les planètes de type terrestre près du Soleil, les planètes de type gazeuse au loin, et puis elles sont comme ça. Non. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas, parce que quand on a observé des exoplanètes, on s'est aperçu que les exoplanètes avec des planètes qui faisaient 2 fois ou 4 fois Jupiter, et qui étaient près du Soleil. Là, il y a un souci. Donc on a compris qu'en fait, elles voyagent. Donc elles se baladent au moment de la formation, et elles se baladent. Jupiter est descendu. Donc avant que les corps, probablement que les corps, les premières formations planétaires, Terre, Vénus, tout ça, étaient en cours d'accrétion. Elle est descendue, elle a perturbé la partie Mars, Jupiter, elle est descendue et en fait elle est remontée plus tard à cause de Saturne qui, elle, s'est formée peu de temps après elle et qui l'a tractée littéralement vers l'extérieur. Donc en fait, elle est venue une première fois, elle a perturbé ce champ d'astéroïdes, elle est repartie et en repartant, elle a rebalancé les astéroïdes vers les planètes et elle a vidé littéralement en fait le champ d'astéroïdes qui aurait pu effectivement provoquer une autre planète en plus. C'était possible. Mais en même temps, en faisant ça, en fait, elle a renvoyé des astéroïdes vers les corps qui étaient en formation, ce qui a augmenté la taille de ces corps, et ce qui fait que la Terre, Vénus, Mars se sont créés. À partir de là, donc en fait, d'un côté, elle a défavorisé cette naissance, et de l'autre côté, elle a créé également, donné naissance à des planètes assez grosses pour que ça fonctionne. Mais du coup, la pauvre Mars, elle a été un peu vidée de ses substances quelque part, elle n'a pas pu grossir plus.
Mais c'est à cause de ça qu'on a ces parties. Et puis Mars s'étant formé, Jupiter s'étant formé, et bien on a eu cette, comme tu disais tout à l'heure, cette synchronisation qui se fait entre les planètes, ce qui fait que les corps restent bloqués sur des orbites spécifiques, bien que bloqués soit entre guillemets, parce que évidemment il y a toujours des perturbations. Oui. On a des corps qui se baladent un peu, et puis il va y avoir une sonde américaine qui va aller dans cette région pour voir un petit peu de quoi sont composés exactement. En tout cas, ce qui est fou, c'est que c'est vrai que quand on pense système solaire, on pense le Soleil, les 8 planètes qui orbitent autour, et puis éventuellement Pluton, dont tout le monde sait qu'elle a été déclassée de son statut de planète. Mais je pense qu'on imagine rarement qu'il y a autant de corps qui sont quand même en orbite autour du Soleil, hormis les planètes et éventuellement leurs propres satellites. Mais Mais heureusement que tout ça c'est sur orbite. Sinon ça serait un merdier terrible. On aurait des morceaux un peu partout. Tandis que là, c'est quand même très organisé. Tu le dis, hein, c'était plus chaotique. Oui, mais enfin, avant qu'elles trouvent leur place. Oui. Et maintenant qu'elles ont trouvé leur place sur orbite, c'est très organisé. Bon, il y a des transformations, c'est sûr. Elles ont trouvé une stabilité, alors ça n'empêche pas que parfois, mais normalement, ça ne pose pas trop de problèmes aux planètes. Non. Elles sont bien positionnées. Après, il y a des planètes qui sont, on reviendra sur ça après, mais il y a des planètes qui sont pas tout à fait dans la même caractéristique que les autres. Si on prend le cas de Neptune, dont on avait parlé la dernière fois, elle commence à être un peu décalée par rapport au plan d'écliptique. Et Pluton est encore pire. Pluton est vraiment décalé. Oui, mais avant qu'elle change d'orbite, pas possible. Non. Elle peut pencher, mais elle restera toujours. Alors après vient les histoires, les choses qui peuvent perturber ces corps. C'est les interactions des corps plus gros qui sont dans la ceinture de Kuiper notamment, qui peuvent les perturber et les faire redescendre. C'est pour ça que certaines comètes apparaissent qu'on n'avait jamais vues par exemple. Bon, c'est pas non plus. Oui, c'est ça, c'est que de temps en temps, il y a des corps qui seront éjectés de la ceinture et qui deviennent des comètes. Et il y a ce fameux corps dont on se pose une question, juste titre ou fantasmé, qu'on a appelé par plein de noms différents, mais le plus connu étant cette fameuse 10e planète. Alors, c'est des interrogations, parce qu'il y a des positions, on en reviendra quand on parlera des planètes naines, mais il y a des planètes naines qui ont des orbites assez difficiles à comprendre. Le fait que Pluton soit complètement décalé, par exemple, des choses comme ça, et qui provoquent l'interrogation sur le fait qu'il n'y ait pas un, voire plusieurs, en fait, corps qui aillent se balader dans cette fameuse partie de le nuage de Oort et qui se balade là-dedans, entre les nuages de Oort et la ceinture de Kuiper. Les objets, un ou plusieurs, c'est une hypothèse, elle n'est pas confirmée, elle est très difficile à confirmer. Pour l'instant, ça reste une hypothèse, mais l'interrogation vient des orbites de ces différents corps. Alors, d'où vient la différence de distance entre les objets métalliques et les objets carbonés? Ça vient de la. Je sais pas, tu veux peut-être répondre. Dans la ceinture, tu veux dire le fait qu'on ne les trouve pas au même endroit? Ouais, il me semble qu'il y a une distance, il y en a un qui est plus externe et l'autre. Oui, effectivement, ouais. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. J'imagine. Ça fait partie des choses où je ne peux pas te dire exactement. Ce que je sais, c'est que cette différenciation, elle s'est faite parce que les orbites se sont accrétées. Cérès, notamment, possède un noyau ferreux. Du fer qui s'est agglutiné. Parce que quand tu as une différenciation, c'est que quand la masse est suffisamment grande, les métaux lourds descendent. Et ils se concentrent au centre. C'est le cas de toutes les planètes. Et si ce corps, à un moment donné, par un choc avec une autre, il ne faut pas oublier qu'à l'époque du système solaire primitif,
La Lune, notamment, a été créée par un corps équivalent à Mars. Donc, l'impact colossal, il s'est passé il y avait des protoplanètes, des planètes naines qui se baladaient dans le système solaire un peu partout, et les chocs ont été très violents. Donc, il est possible qu'une première accrétion ait eu lieu, et puis qu'elle ait explosé sous des chocs répétés, et du même coup, c'est pour ça qu'on va trouver, notamment dans les corps qui arrivent sur Terre, on va trouver ce qu'on appelle des chondrites. Donc là, c'est de la matière qui n'est pas très agglomérée entre elles. Il y a des chondrites carbonées, celles qui sont plus sombres, mais qui restent souvent avec du silicate. Et tu as le mélange de tout. Tu as une partie métallique, une partie carbonée, ou que métallique. Ce qui prouve qu'on a bien eu une accrétion à un moment donné d'un corps. Si on a d'un côté la chondrite et de l'autre côté lié à elle un morceau métallique, c'est-à-dire qu'il y avait un corps qui était constitué et ce corps a complètement explosé sous les impacts. La naissance d'un système solaire, c'est violent. Tout ça sont des transformations internes, tout compte fait. L'univers n'est pas fini, ton transformation n'est pas finie. Tout est là, mais tout transforme, tout est en haut. Rien ne sera rajouté, mais tout se transforme. Voilà. Alors le nuage de Oort, il a été aussi confirmé par une chose, c'est parce qu'on sait, par exemple, qu'on a eu des périodes de fortes chutes cométaires. Il y a eu 2 grandes périodes de chutes cométaires qui ont duré longtemps. Et en remontant les trajectoires des étoiles, on s'est aperçu qu'il y avait une étoile naine rouge dont la zone d'influence est rentrée proche de notre zone d'influence qui a entraîné des chutes cométaires, puisque ces petits corps, ils ne sont pas très bien liés gravitationnellement au Soleil. Donc la moindre perturbation les fait chuter. Et c'est pour ça qu'il y a eu, pendant le temps du passage, il y a eu des chutes cométaires vers le centre du système solaire, ce qui a donné d'ailleurs, aussi par l'implication, le nombre colossal qui a augmenté la quantité d'eau à l'intérieur du système. Parce que normalement, une étoile, quand elle émet un rayonnement, elle chasse les corps volatiles de sa proche banlieue, si j'ose dire. Et du même coup, comment se fait-il que des corps planétaires comme la Terre, ou Mars, ou même Vénus, aient de l'eau? Si quand elles se sont constituées, il n'y avait plus de corps légers, comment l'eau s'est formée? Avec des comètes. Alors après, voilà, les chutes cométaires régulières et les corps, lors du déplacement du Jupiter, ont ramené des corps qui étaient constitués d'eau vers l'intérieur. Et la deuxième épisode cométaire, à cause de ce étoile, ont ramené à nouveau là des comètes qui étaient probablement plus chargées, notamment en éléments complexes. Parce qu'elles avaient déjà vécu à l'extérieur et que les choses avaient le temps de se complexifier. Et quand elles sont venues se fracasser sur Terre, ils ont ramené des éléments complexes avec elles. Sur les comètes, on trouve des éléments assez complexes, avec des chaînes assez poussées. Et voilà, une des possibilités, c'est que la vie soit déclenchée aussi dans ce genre. Voilà, les corps ne sont pas. Ils sont tout aussi importants que la naissance planétaire elle-même. Tous ces petits corps ont leur importance. Oui, parce que j'imagine une météorite qui soit liée avec une autre météorite, tu as un côté ferreux et un côté qui ne l'est pas. Il faut imaginer quand même. Oui, qu'est-ce que ça donne, ça? Si l'impact est suffisant, tu peux avoir des parties, le noyau explose, et puis il va se retrouver avec des parties qui sont à côté, qui étaient accrochées au noyau, et qui se baladent. Tu as des morceaux ferreux, des morceaux qui sont mélangés. C'est assez logique, en fait. Des morceaux pleins de pépites. Ça a été annoncé, hein? Plein de pépites, plein de... Tu sais, le plus intéressant là-dedans, ce qui rapporte le plus, c'est la pureté des métaux. Oui. C'est ça qui intéresse le plus, en fait. Oui. La pureté des métaux. Des métaux qui sont purifiés, comme la météorite, on
en Argentine. Des petits kilos, C'est là. du fer qui est pur et du nickel, c'est très facile de forger. C'est comme, moi j'ai trouvé du côté de Reims, là, on trouve des pierres, on appelle ça des pierres de lune. C'est des boules comme ça, c'est de la pyrite de fer. Il y a plusieurs diamètres, on trouve ça dans la craie comme ça, et elles sont un peu boursouflées comme ça, et quand on les coupe, c'est un peu jaune dedans, il y a du soufre là-dedans, et on appelle ça les pierres de lune. Alors, d'où ça vient ça? Je peux te dire quelle est l'origine de l'appellation lune, parce que ça, c'est la roche terrestre. Je ne sais pas, on ne sait pas d'où ça vient. C'est les mêmes choses que tu vas retrouver en mer, qui s'appellent les nodules. Les nodules ont la même forme, sphérique, Oui, c'est avec sphérique. des formes granulées, et quand tu la casses à l'intérieur, tu as des métaux purs dedans. J'en avais trouvé deux, moi. J'avais trouvé une grosse comme ça. C'est extrêmement lourd. Hein. Oui, bah oui. Et c'est pas ferreux. Si, ben, ça c'est ferreux. Si, c'est ferreux. Fer, nickel. J'ai trouvé des petites comme ça. Une petite comme ça. Et elle était. La surface, au lieu d'être, tu vois, bombée, c'était comme plein de picots, comme de pics tout autour. Ah ouais. Bizarre, hein. C'est mon petit-fils qui a récupéré ça. Et c'est parti maintenant. La pyrite de fer. La pyrite de fer. D'autres questions? Non. Bon, on va clore alors. En espérant que ça vous a plu et que, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Intéressant, hein. Surprenant. Et là maintenant c'est